Ce n'est pas seulement une bataille autour des tarifs douaniers ou de quelques bouteilles de Bourbon. C'est le moment où le Canada teste s'il reçoit encore ses ordres de Washington. Et ce qui se passera ensuite pourrait frapper les travailleurs, les industries et les familles des deux côtés de la frontière. Arrêtez ce que vous êtes en train de faire maintenant. Je suis sérieux. Posez ce que vous lisez. Fermez l'autre onglet. Parce que ce que je vais vous expliquer est l'un des bras de fer politiques les plus mal rapportés de 2025. Et la grande presse a complètement enterré la véritable histoire. Voici ce que vous pensez que cette affaire représente: une querelle commerciale, quelques bouteilles de vin retirées d'une tablette en Ontario, des politiciens qui s'échangent des pics de part et d'autre de la frontière. Voici ce que c'est réellement un test direct pour savoir si le Canada répond encore à Washington. Et la réponse qui vient de sortir d'Ottawa devrait pousser chaque personne qui regarde ceci à prêter une très grande attention. Mark Carney n'a pas seulement riposté, il a redessiné la ligne, et la Maison-Blanche ne l'a pas vu venir. Pour un mouvement politique qui adore qualifier chaque négociation d'historique, le manuel pro-Trump semble soudain très confus quand l'autre partie refuse de jouer au gérant adjoint. Voici le contexte. Et chaque couche de cette affaire compte. Depuis des mois, le Canada et les États-Unis sont enfermés dans une collision commerciale au ralenti. Washington a imposé des tarifs douaniers sur l'acier canadien, sur l'aluminium, sur les automobiles, sur les produits forestiers. Ce ne sont pas de simples irritants mineurs, ce sont des violations de l'accord commercial existant que les deux pays ont signé. Ce n'est pas ma caractérisation. C'est la position du gouvernement canadien, exprimée clairement et officiellement. Le camp américain a sa propre liste de griffes. Howard Lutnick et Jamison Greer, deux des voix les plus puissantes du commerce dans l'administration actuelle, ont été très publics sur ce qu'ils veulent l'accès au secteur laitier et l'alcool. Plus précisément, ils veulent que le bourbon américain, le vin américain, les spiritueux américains reviennent sur les tablettes des régies provinciales des alcools au Canada. Parce qu'après que Washington a commencé à frapper le Canada avec des tarifs douaniers, des provinces comme l'Ontario et le Québec ont pris une décision. Elles ont retiré les produits américains. La LCBO en Ontario, la SAC au Québec, ce sont des organismes contrôlés par l'État qui décident de ce qui se retrouve sur leurs tablettes, et ils ont décidé que les bouteilles américaines n'y avaient plus leur place. Washington a qualifié cela de provocation. Greer est allé plus loin, avertissant publiquement que si le Canada ne convainquait pas ses gouvernements provinciaux de revenir sur ces décisions, des mesures de rétorsion pourraient suivre. Cet avertissement n'a pas été confirmé de façon indépendante comme un ultimatum officiel, mais il a été prononcé publiquement et officiellement. Apparemment, dans la diplomatie commerciale à la Trump, les tarifs douaniers sont une stratégie, mais des tablettes vides de Bourbon deviennent soudain une urgence internationale. Puis est arrivée la conférence de presse. La question posée directement à Carney était que les Américains étaient frustrés et disaient que le Canada ne venait pas à la table. Alors quel était son plan de match? La réponse de Carney a été précise, délibérée et plus tranchante que tout ce qui a été montré dans les extraits des grands titres. Sa position était que les tarifs douaniers sur l'acier, l'aluminium, les automobiles et les produits forestiers ne sont pas compatibles avec l'accord existant. Le Canada est prêt à négocier sur tout dans l'ensemble de la discussion. Les provinces prennent leurs propres décisions sur ce qui se retrouve sur leur tablette. Et ensuite, il a fait valoir que les vrais irritants étaient un tarif de 15% sur l'acier, un tarif de 50% sur l'aluminium et un tarif de 25% sur les automobiles. 5 mots enfouis dans cette réponse vous disent tout sur la direction que prend cette affaire. Nous ne prenons pas de notes. Le Canada ne traite pas cela comme un briefing, il le traite comme une négociation entre égaux. Précisément,
Et l'endroit où ce bras de fer devient véritablement dangereux, c'est la partie que la machine des conférences de presse à la Trump n'apprécie jamais une phrase qui ne peut pas être réglée en répétant « accord fort » 3 fois devant un micro. C'est ici que la situation devient compliquée et c'est la partie que presque personne n'explique correctement. L'histoire de surface est simple. Le Canada retire l'alcool américain. L'Amérique réagit. Carney tient la ligne. Un récit propre, facile à suivre. Mais le problème avec ce récit, c'est qu'il suppose que Carney contrôle cette situation, et dès qu'on regarde un niveau plus profond, cette supposition s'effondre complètement. La personne la plus importante dans cette histoire, dont presque personne ne parle, est Doug Ford, Premier ministre de l'Ontario, et il se trouve au centre de tout ce bras de fer d'une manière qui rend l'ensemble du tableau beaucoup plus compliqué. Voici ce qui s'est réellement passé quand les tensions commerciales se sont d'abord intensifiées. Ford a pris une décision. La LCBO, l'autorité ontarienne des alcools contrôlée par le gouvernement, a retiré les produits américains de ses tablettes. C'était un geste audacieux, visible, et cela envoyait un message. Puis Carney a demandé à Ford de calmer le jeu. Plus précisément au sujet de la publicité, il y avait des publicités financées par le gouvernement qui étaient perçues comme inflammatoires. Ford a écouté, les publicités ont été retirées, mais les bouteilles ne sont pas toutes revenues. Pensez à ce que cela signifie. Carney se tient à un podium fédéral en disant au monde que les régies provinciales des alcools prennent des décisions indépendantes, que ce n'est pas Ottawa qui décide, qu'il y a un conseil, une structure de gouvernance, un processus, et techniquement, il a raison, mais il a aussi admis, dans cette même conférence de presse, presque in passant, que Ford a écouté quand il lui a demandé de retirer les publicités, ce qui signifie que la ligne entre décision provinciale indépendante et stratégie fédérale coordonnée est beaucoup plus mince que ce que Carney présente. Voici comment je lis cette situation, et je veux être clair, c'est une analyse, pas un fait établi. Ce que vous part est une division délibérée du travail. Carney joue le négociateur fédéral raisonnable, Ford joue le mur provincial inamovible, Washington doit se battre sur 2 fronts en même temps, et Ottawa peut toujours dire, sans sourciller, qu'il ne contrôle pas ce qui se retrouve sur les tablettes en Ontario. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est de l'architecture. Et cette architecture est exactement ce qui frustre la lettre de demande à la Trump. Elle cherche un seul bouton sur lequel appuyer, puis découvre que le Canada a apporté tout un panneau de contrôle. Et c'est ici que l'escalade devient réelle. Greer n'a pas seulement exprimé de la frustration, il a attaché des conséquences. Le langage utilisé, et encore une fois, cela n'a pas été confirmé comme un ultimatum officiel du gouvernement. Pointait vers des mesures de rétorsion si les interdictions provinciales demeuraient en place. C'est un changement de ton significatif. On ne menace pas de représailles un partenaire commercial à propos de bouteilles de vin, à moins que ces bouteilles représentent quelque chose de beaucoup plus grand. La vraie question est pourquoi Washington pousse si fort sur l'alcool ? Une catégorie commerciale relativement petite, alors que le véritable poids financier de ce différend se trouve dans l'acier, l'aluminium et les automobiles. La réponse à cette question change tout. Voici ce dont personne ne parle, et je veux dire personne. L'interdiction de l'alcool n'est pas une arme économique. La valeur en dollars des spiritueux américains qui dorment dans les entrepôts de la LCBO est négligeable, comparée aux dizaines de milliards qui traversent chaque année la frontière dans l'acier et les chaînes d'approvisionnement automobiles. Si cette affaire portait uniquement sur l'économie commerciale, Washington ne consacrerait pas 5 minutes aux bouteilles de Bourbon. Le camp américain pousse si fort sur cette question précise parce que l'alcool est visible, parce que chaque Canadien qui entre dans une LCBO et voit une tablette vide, là où Jack Daniel se trouvait auparavant, comprend immédiatement que quelque chose a changé.
c'est de la politique de détail rendue physique. C'est un message que vous pouvez voir de vos propres yeux sans lire un seul document commercial. Et voici la partie qui devrait vous pousser à vous arrêter et à réfléchir attentivement. Les deux camps comprennent cela. Carney le comprend. Greer les comprend. Ce qui signifie qu'aucun des deux camps ne se bat réellement à propos de l'alcool. Ils se battent pour savoir qui fixe les conditions de la relation à partir de maintenant. Voilà pourquoi la machine de communication pro-Trump adore la tablette de bouteille. Elle est plus facile à photographier qu'une hypothèse brisée sur la souveraineté. C'est l'architecture cachée de ce que vous regardez. Carney mène simultanément deux opérations politiques complètement distinctes, tout en les faisant paraître comme une seule position cohérente. La première opération est dirigée vers Washington. Le message est que le Canada est prêt à négocier sur tout, qu'il a du levier, qu'il n'est pas désespéré et qu'il peut attendre les États-Unis si nécessaire. La deuxième opération est dirigée vers les électeurs canadiens. Le message est que l'ère de la déférence silencieuse envers Washington est terminée, que le Canada construit quelque chose d'indépendant et que Carney est la personne qui mène cette construction. Ces deux messages ne sont pas identiques, mais ils ne sont pas non plus en conflit. Ils sont conçus pour se renforcer mutuellement. Une posture forte face à Washington rend le message intérieur crédible. Un mandat intérieur fort lui donne l'espace politique nécessaire pour maintenir cette posture face à Washington. La nostalgie n'est pas une stratégie. Cette phrase n'a pas été écrite pour Donald Trump. Elle a été écrite pour l'électeur canadien qui a passé 20 ans à supposer que la relation avec Washington était permanente, stable et essentiellement bénigne. Carney dit à cet électeur que ce monde a disparu et que le regretter ne le protégera pas. C'est une chose remarquable à dire à voix haute pour un Premier ministre en poste, et presque personne dans la couverture que j'ai lue ne l'a traitée avec le sérieux qu'elle mérite. C'est aussi une phrase qui traverse l'habitude de l'ère Trump de vendre la carte d'hier comme le grand plan de demain. Les commentaires ont complètement négligé le fait que la posture de négociation américaine, telle que décrite par Lutnick et Greer, repose sur une hypothèse très précise. Cette hypothèse est que le Canada a davantage besoin de cet accord que l'Amérique, que l'asymétrie de taille économique se traduit directement par une asymétrie de pouvoir de négociation, qu'Ottawa finira par calculer le coût d'une tension prolongée et choisira l'accommodement. Cette hypothèse pourrait être fausse, et Carney mise toute sa position stratégique sur le fait qu'elle soit fausse. Voici pourquoi 85% du commerce entre le Canada et les États-Unis demeure exempt de tarifs douaniers. Même maintenant, le Canada est le deuxième plus grand partenaire commercial des États-Unis. La chaîne d'approvisionnement automobile entre les deux pays est si profondément intégrée qu'un tarif de 25% sur les automobiles ne nuit pas seulement aux travailleurs canadiens à Windsor. Il augmente les coûts pour les fabricants américains au Michigan, en Ohio et en Indiana. La douleur n'est pas unidirectionnelle. Elle ne l'a jamais été. Carney a dit quelque chose dans cette conférence de presse qui, à mon avis, n'a pas été reçu comme il aurait dû l'être. Il a dit qu'il existe une fausse impression au sujet du degré de dépendance du Canada envers les États-Unis. Il a dit calmement, presque comme une remarque secondaire, mais pensez à ce qu'il affirme réellement. Il affirme que la sagesse conventionnelle, selon laquelle le Canada serait le partenaire junior dépendant, qui ne peut pas se permettre un affrontement prolongé, est factuellement incorrecte. Pas seulement politiquement gênante, factuellement incorrecte. Je ne suis pas en train de vous dire qu'il a raison. C'est une position analytique que des personnes raisonnables peuvent débattre. Ce que je vous dis, c'est que s'il a même partiellement raison, toute la stratégie de négociation américaine repose sur une fondation qui ne tient pas. Et voici ce qui m'a empêché de dormir en y pensant. Quand j'ai lu la transcription complète de ce que Carney a dit, puis les comptes rendus provenant du camp américain, l'écart entre ce que chaque partie croit être en train de se passer n'est pas un petit écart. Ce n'est pas un écart que l'on comble avec un appel téléphonique ou une seule ronde de discussion. Le camp américain croit présenter au Canada une liste d'exigences
Le camp canadien croit être engagé dans une négociation bilatérale entre égaux souverains. Ce ne sont pas deux versions de la même conversation. Ce sont deux conversations complètement différentes qui se déroulent simultanément, sans cadre de référence commun. Un côté pense avoir remis une liste de vérification, l'autre côté a apporté une constitution, un système fédéral et une calculatrice. C'est une salle difficile pour la certitude à la Trump. Ce genre de déconnexion ne se résout pas proprement. Elle force soit une remise à zéro fondamentale des attentes d'un côté, soit elle s'intensifie jusqu'à ce que le coût du désaccord continu devienne indéniable. Et en ce moment, aucun des deux camps n'est proche de cette remise à zéro, ce qui nous amène à la question que vous devez vraiment vous poser, pas qui gagne, pas qui est le plus dur, mais ce qui arrive aux gens ordinaires des deux côtés de cette frontière, pendant que les deux gouvernements mettent en scène leurs forces pour leurs publics nationaux respectifs, cette réponse n'est pas abstraite. Et elle n'est pas confortable. Ce que cela signifie réellement ne se limite pas aux ministres du Commerce, ni aux lobbyistes d'Ottawa et de Washington qui font fonctionner les canaux de communication en coulisses. Cela concerne la personne qui regarde ceci maintenant, parce que la manière dont cette histoire est couverte la fait paraître lointaine, procédurale et presque abstraite, et elle n'est rien de tout cela. Permettez-moi de ramener cela au niveau du terrain. Commençons par le secteur automobile, parce que c'est là que les chiffres cessent d'être théoriques. La chaîne d'approvisionnement automobile entre le Canada et les États-Unis est l'une des relations industrielles les plus intégrées de la planète. Une seule voiture assemblée au Michigan peut traverser la frontière canadienne 6 ou 7 fois pendant le processus de production avant d'arriver chez un concessionnaire. Des composants fabriqués en Ontario alimentent directement des chaînes d'assemblage en Ohio, au Michigan et en Indiana. Quand Washington applique un tarif de 25% sur les automobiles, cela ne fera pas seulement le côté canadien de l'équation, cela augmente les coûts des intrants pour les fabricants américains. Cela ralentit les décisions de production, cela crée exactement le genre d'incertitude qui pousse les entreprises à suspendre l'embauche, à retarder les expansions et à reconsidérer les investissements à long terme. Un tarif douanier peut sonner dur dans un rassemblement politique, mais sur une chaîne de montage, il se comporte moins comme un slogan que comme une facture que quelqu'un finit toujours par payer. Il y a environ 125 000 Canadiens employés directement dans le secteur automobile. À Windsor, en Ontario, seulement des générations de familles ont une stabilité économique liée à cette chaîne d'approvisionnement. Un bras de fer commercial prolongé n'apparaît pas dans leur vie sous forme de grands titres. Il se manifeste par des heures réduites, des contrats retardés, des usines qui tournent sous leur capacité pendant que les dirigeants attendent de voir dans quelle direction soufflera le vent politique. Prenons maintenant un peu de recul. Les industries canadiennes de l'acier et de l'aluminium font face à des tarifs de 15% et de 50%. Respectivement, ce ne sont pas des chiffres qui restent confinés dans ces industries. L'acier et l'aluminium alimentent la construction, les infrastructures, la fabrication d'électroménagers et l'énergie. Lorsque les coûts des intrants augmentent simultanément dans autant de secteurs, la pression se déplace en aval. Elle se retrouve dans le prix de construction d'une maison, le coût du remplacement des infrastructures vieillissantes, la marge d'un fabricant de taille moyenne qui tente de rester concurrentiel. La Banque du Canada a déjà signalé que l'incertitude commerciale constitue un risque important pour les perspectives économiques. Ce n'est pas un commentaire politique, c'est la Banque centrale qui fait son travail et qui vous dit que les conditions créées par ce bras de fer ont des conséquences mesurables sur la croissance, l'emploi et l'inflation. Voici la version micro de cette réalité, celle qui n'apparaît dans aucun rapport économique. Une famille en Ontario prend en ce moment des décisions rénover ou attendre, accepter ou non cette offre d'emploi qui exige de se rapprocher de la frontière, déterminer si l'entreprise qu'elle prévoit lancer est viable dans un environnement où personne ne peut lui dire combien coûteront les matériaux importés dans 6 mois. Cette incertitude est une taxe, elle n'apparaît sur aucune facture, mais elle est réelle et
elles s'accumulent chaque semaine où ce bras de fer se poursuit sans résolution. C'est la partie silencieuse qui manque au tour de victoire à la Trump. L'incertitude ne brandit pas de drapeau. Mais elle vide tout de même un budget familial. Voici l'autre côté du bilan. Rarement discuté, si le Canada fait des concessions sur l'alcool, sur les produits laitiers, ou sur n'importe lequel des éléments signalés par Washington sans obtenir de réduction concrète et vérifiable des tarifs douaniers actuellement en place. Le coût politique intérieur retombera directement sur Carney, mais le coût économique retombera sur les industries canadiennes qui ont passé les derniers mois à réorganiser leur chaîne d'approvisionnement, à trouver des marchés de remplacement et à faire des ajustements douloureux en supposant que leur gouvernement n'allait pas négocier leur position discrètement. 20 nouveaux accords commerciaux, c'est ce que Carney a cité. Nous ne pouvons pas vérifier la liste complète à partir des informations disponibles, mais la direction est claire. Le Canada construit activement des relations économiques qui réduisent sa dépendance envers un seul partenaire. Ce processus prend des années. Il ne protège pas un travailleur de l'acier à Hamilton contre un tarif douanier qui est en vigueur en ce moment même. C'est la réalité brutale qui se trouve sous tout le langage diplomatique. Le long terme peut être solide. Le court terme coûte de l'argent réel à de vraies personnes. Chaque jour où cette situation demeure non résolue, voilà donc où nous en sommes. Deux gouvernements, deux croyances complètement différentes sur le type de conversation qu'ils sont en train d'avoir. Et au milieu de tout cela, une question que personne, dans l'une ou l'autre capitale, ne semble vouloir aborder directement. Qu'est-ce que le Canada obtient réellement s'il cède? Parce que voici la réalité. Si les interdictions provinciales sur les alcools sont levées demain, si Ford appelle la LCBO le matin et que les bouteilles américaines reviennent sur les tablettes dans l'après-midi, Washington appellera cela une victoire. Ils le mettront dans un communiqué. Ils décriront cela comme le Canada revenant à la table. Puis la prochaine liste arrivera. Parce que c'est ainsi que cela fonctionne quand un côté croit dicter les conditions plutôt que les négocier. Dans le manuel à la Trump, une concession met rarement fin à la liste. Elle prouve habituellement que la liste peut s'allonger. Alors Carney tient bon pour l'instant. Mais tenir bon a aussi un coût. Chaque semaine de tension non résolue est une semaine de décisions d'investissement gelées, de chaînes d'approvisionnement perturbées et de pression économique réelle sur de vrais travailleurs. 3 scénarios sont sur la table en ce moment. Un échange limité se produit discrètement. Les tablettes provinciales changent. Certains tarifs douaniers sont assouplis. Les deux camps déclarent une victoire partielle et passent à autre chose. Possible, mais fragile. Le bras de fer se figue, pas d'escalade, pas de résolution. Les deux gouvernements gèrent la tension indéfiniment pendant que les entreprises absorbent l'incertitude. C'est le scénario auquel Carney semble le mieux préparé. Ou alors quelque chose casse, une erreur de calcul, un point de pression politique interne d'un côté ou de l'autre, qui force un mouvement soudain, et tout à coup, un différend sur des bouteilles de vin devient quelque chose de beaucoup plus difficile à contenir. Je ne sais pas lequel de ces 3 scénarios se réalisera. Personne ne le sait en ce moment. Ce que je sais, c'est que les 30 prochains jours nous en diront énormément sur la direction que prend cette affaire.